Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet autour de Flutter. En l'occurrence, ça va concerner un back-end qui va pouvoir se connecter aux applications Flutter et il s'appelle ServerPod. Et la particularité de ce back-end, c'est qu'il a été vraiment conçu pour Flutter. Concrètement, quand vous allez par exemple écrire des endpoints sur votre back-end, ça va générer un client, donc une bibliothèque, et cette bibliothèque, vous allez pouvoir la consommer directement dans l'application Flutter. Donc l'idée, c'est que vous n'avez plus à faire des trucs à la main dans tous les sens. Ici, tout est généré et on va voir comment tout ça fonctionne. Avant de commencer, il faut bien évidemment installer ServerPod, donc ça se fait avec cette commande. Chez moi, c'est déjà fait. Et pour tester que ça fonctionne bien, simplement, vous ouvrez un terminal et vous voyez, est-ce que ici, si vous avez l'aide qui apparaît, c'est que c'est donc OK. Ensuite, on va créer ensemble notre premier projet. Donc je vais faire un ServerPod Create et je vais l'appeler DevCafé. J'ai oublié de vous le préciser, mais il faut bien que vous ayez Docker d'installer sur votre ordinateur parce qu'il va générer à chaque fois un Redis et un Postgre. Donc c'est obligatoire de l'avoir et une fois que vous avez fini de générer, vous voyez, il a bien créé tout ce qu'il fallait côté Docker et il ne reste plus finalement qu'à lancer le projet pour voir est-ce que ça fonctionne. Donc c'est très simple, on se déplace dans la partie serveur, alors on va faire ça, et ici je lance mes containers. Vous venez de voir ici qu'ils sont en train de tourner et là ici, vu que je suis dans la partie serveur, si je fais un dart bin main, tout simplement ça va me lancer mon serveur. On voit ici qu'il y a 3 ports qui sont utilisés. Donc on a notre web server, donc la partie graphique qui est disponible en 8082 par défaut. Donc vous voyez ici, j'ai une page web, on regardera ensuite un peu mieux comment ça fonctionne. Et ensuite, en 8081 et 8080, ça correspond au Redis et au Postgre. Tout ça, on va regarder dans le projet comment est-ce que c'est défini. Si on regarde bien, notre projet il est découpé en 3 parties. Donc comme je vous l'ai indiqué initialement, il y a la partie Flutter, la partie serveur et ensuite il y a un client au milieu. Pour le moment, on va regarder juste la partie serveur et vous voyez qu'il y a donc notre Docker Compose qui fonctionne avec un Postgre et un Redis. Si j'essaye de me connecter à la base de données Postgre, vous voyez qu'automatiquement ici, il y a une base de données qui s'appelle DevCaféProd, donc le nom de mon projet qui a été créé et qui contient un certain nombre de tables qui sont déjà prédéfinies. Donc voilà, vous voyez les noms ici. On y reviendra un tout petit peu après. Pareil, vous avez un Redis et vous pouvez vous y connecter. Les identifiants sont donnés ici à chaque fois. Maintenant qu'on a vu ça, on va regarder qu'est-ce qui se passe côté serveur. Qu'au final, ce qui est défini, c'est qu'on active un certain nombre d'éléments dont les protocoles et les endpoints. Donc j'y reviens dans un petit moment. Et ici, vous voyez, on a 2 routes qui sont utilisées. Donc c'est ce qui nous a permis d'afficher le site web. Pourquoi? Parce que ici, dans la partie web, on a un template qui s'appelle default et c'est justement lui qui s'est affiché. Et là-dessus, comme je vous ai dit, on y revient dans un petit instant. La particularité de ce serveur, c'est qu'on a la possibilité de créer des endpoints. Et ici, vous avez un exemple d'endpoint. Vous voyez ici, qui va s'appeler Hello, et qui prend en paramètre un nom, et qui va nous retourner quelque chose ici. Donc ça, dès qu'on fait du code, automatiquement, ça va me générer une partie cliente qui est ici. Donc si on déploie, vous voyez ici que j'ai bien mon client avec un endpoint Hello qui est créé. Et vous voyez qu'on est bien obligé de lui passer un name. Et ensuite, du coup, si on va côté application Flutter, c'est exactement la même chose. On va tout simplement consommer ici un appel vers notre back-end. Et vous voyez ici, tout est généré automatiquement. Côté application client, il n'y a pas besoin de dire je fais un appel réseau sur tel IP, sur tel machin. C'est fait de manière automatique. Donc là, on va essayer de lancer l'application, voir ce qui se passe. Donc voilà, là c'est terminé. Je viens d'écrire Edouard ici juste avant d'appeler le serveur. Pour rappel, lorsque le endpoint est appelé, il est censé me retourner hello et mon nom. Donc là, si j'essaye d'envoyer la requête, vous voyez, ça n'a pas fonctionné parce que c'est justement une erreur. Ce qui se passe, c'est que vu que c'est en localhost et qu'on est sur l'émulateur Android, si on veut que ça fonctionne, il faut faire une toute petite modif côté Android et il faut changer l'adresse IP en changeant localhost par 10.0.2.2. En faisant cette modification-là, en fait, ça permet de forwarder vers le bon local, c'est-à-dire pas le localhost de l'émulateur, mais le localhost de ma machine. Vous voyez ici, j'ai fait mon appel et ça a bien fonctionné. Maintenant, on va essayer de retourner autre chose. Juste avant de faire ça, pour ce qui est de faire tourner le serveur, jusqu'à présent, on avait lancé ici, vous voyez, dart bin main dart. On va arrêter ce truc-là. Vous voyez, lorsque j'écris la commande serverpod, on a la possibilité de faire tourner le serveur, ce qui est un peu plus simple que de dire dart fais-le. D'autant plus que là, ça va avoir un mode qui se régénère automatiquement dès lors qu'on fait des modifications, ce qui est quand même plutôt pratique. Donc là, tout est relancé. Si j'essaye de refaire mon appel, normalement, je vais changer. Hop, vous voyez, ça a bien fonctionné. Donc là, maintenant, on va essayer de modifier ce endpoint pour justement qu'il retourne quelque chose d'autre. Donc là, si je mets, par exemple, hello world name,
je sauvegarde et vous allez voir, il va tout régénérer automatiquement. Hop, voilà, il est en train de relancer le serveur. Et hop, voilà, le serveur s'est bien redémarré. Donc là, il devrait y avoir écrit maintenant Hello World Edouard. Et vous voyez, ça a bien été pris en compte. Ce que vous voyez ici, finalement, c'est très simple, c'est-à-dire on passe un paramètre et on renvoie des strings, en l'occurrence, donc c'est relativement simple. Là maintenant, on va essayer de faire un tout petit peu plus compliqué et d'avoir notre propre classe. Ici, vous avez un exemple qui est déjà défini, mais on va créer le nôtre. Donc quand vous voulez créer votre propre classe que vous allez pouvoir basculer entre le serveur et le client, il va falloir que vous créiez un fichier YAML. Finalement, le nom du fichier ici n'est pas très important. Vous voyez, là-dedans, il suffit d'écrire par exemple. Donc ici, je crée une classe que j'appelle par exemple user, et je vais dire que mon user, il a tout simplement un name qui est de type string. En ayant écrit cette classe, vous allez voir que dans la partie generated ici, automatiquement, j'ai une classe user qui vient d'être créée. Donc là maintenant, si je veux l'utiliser dans mon endpoint, eh bien j'ai tout simplement qu'à faire l'import de cet user. Voilà, donc là c'est fait, je sauvegarde. Donc là il est en train à nouveau de tout me générer, et vous allez voir que côté client, ici, lorsque je fais mon appel, il y a bien maintenant une classe user qui est disponible. Et lorsque je vais faire appel à mon endpoint, il renvoie bien un user. Alors là par contre côté Flutter ça va plus marcher parce que forcément auparavant j'avais une string alors que maintenant je lui passe un user. Vous voyez ici ça me dit que c'est pas bon. Alors on va dire qu'on affiche par exemple le name de l'utilisateur. Là maintenant je vais relancer l'application Flutter et il devrait désormais m'envoyer un objet user où ça va m'afficher directement le name ici. Donc là si par exemple je le dis dev café, ici il devrait y avoir écrit dev café. Et voilà, c'est bien le cas, donc ça fonctionne bien. Maintenant, je vais peut-être rajouter un tout petit peu de logique pour par exemple dire que sur mon endpoint, eh bien, si je mets un nom vide, ben, c'est incorrect. Donc, si j'écris par exemple ça, si le name est empty, je vais lever une exception qui dit name is empty. Voilà, je le laisse comme ça. Alors là, maintenant, côté application, je vais envoyer quelque chose de vide et vous allez voir que ça va automatiquement me générer une erreur côté client en me disant c'est pas bon, et ça a généré bien un log avec toutes ces erreurs. Si vous regardez bien, ici dans le terminal, on a bien l'exception qui vient de passer. Et là-dessus, on peut au final créer autant de endpoints qu'on le veut, il n'y aura aucun problème. Donc vous voyez ici, j'ai un example endpoint, et ce example endpoint, côté application, je le consomme en disant client.example. Donc là-dessus, je peux créer finalement autant de endpoints que je veux, mais dans un endpoint, il peut y avoir autant de méthodes aussi à l'intérieur que l'on souhaite. Pour continuer, on va imaginer maintenant que le user, on va le sauvegarder dans la base de données. Alors pour ça, la première chose qu'il va falloir faire, c'est ici au niveau du YAML qui justement explique comment est-ce qu'on crée notre utilisateur, qu'il y a justement une table et on va l'appeler user. Alors il faut faire un énorme attention parce que là-dessus, j'ai perdu beaucoup de temps. Il se trouve qu'en Postgre, la table user, c'est un nom réservé. Alors, pour faire simple, appelez-la autrement. Voilà, je l'appelle user test, quelque chose comme ça. Sinon, vous allez avoir des soucis et dans tous les sens et ça va vous poser un problème. Là, vous voyez ici que dans la partie generated, il y a automatiquement un fichier SQL qui a été créé dans lequel j'explique comment est-ce que je dois créer ma table. Mais là-dessus, il faut faire attention parce que d'avoir fait ça, ça ne va pas faire les modifs côté Postgre. Donc là, si je regarde dans ma base de données et que je fais un refresh, vous allez voir que la table n'existe pas. Donc le fichier que vous voyez ici avec la requête, il faut bien l'exécuter à la main, sinon cette table ne sera jamais créée. Faites bien attention à ça. En l'occurrence, ça va vous générer ici ma table et automatiquement ça met bien à tout générer. Donc il faut faire très attention là-dessus, c'est un peu dommage que ça ne soit pas fait automatiquement. Donc faites bien attention. Côté endpoint, eh bien, je vais pouvoir dire par exemple que je veux créer un utilisateur. Donc pour ça, je vais lui passer tous les arguments dont il a besoin. Pour faire ça, on a notre class user qui a été automatiquement créée et vous allez voir qu'on a un point insert qui existe et vous avez finalement des points delete, des points find, voilà, un peu tout ce qui est possible et imaginable. Donc je lui passe une session et là il va me demander de lui donner un utilisateur. Donc je vais tout simplement lui dire que le name c'est celui qui est passé ici. Je peux éventuellement aussi rajouter une petite exception si besoin. Donc là je crée mon utilisateur et ici vous voyez c'est bien un future, donc il faut bien que je fasse attention à faire un await. Et ensuite, je return le user qui a été créé juste là, comme ça, on va bien l'avoir des deux côtés. Maintenant que cette partie-là est faite côté backend, eh bien, je vais retourner dans l'application Flutter pour dire « Crée-moi l'utilisateur, s'il te plaît ». Donc là-dessus, je vais tout simplement changer. Alors ici, au lieu d'appeler hello, je vais appeler create user.
de ce qui est justement écrit là-dedans. Et on va voir est-ce que ça fonctionne. Donc là, je vais par exemple créer un utilisateur qui s'appelle Edouard. Je l'envoie, ça a bien fonctionné. Donc normalement, si je regarde côté base de données, et bien ici, il devrait y avoir désormais, hop, voilà, mon champ qui a été rajouté. Et donc cette fois-ci, on va dire par exemple getUser, dans lequel je passe à nouveau le nom. Et la différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'au lieu de faire un insert, je vais avoir la possibilité de faire un find. Donc là-dessus, on peut dire soit un find en lui donnant l'ID, donc en l'occurrence l'ID ici c'est le 1, mais bon, ça on ne le sait pas forcément. Donc là-dessus, on va définir finalement une requête. Et si on regarde dans la documentation, vous voyez ici qu'on a la possibilité, hop, je descends un tout petit peu, soit de faire à la main un select en écrivant de cette manière-là, soit on a la possibilité de faire des requêtes en les écrivant de manière textuelle, d'une certaine manière. Là, je viens de faire ma requête complètement, donc là, je dis je veux un seul champ, sinon il y a la possibilité de faire un find, mais un find, ça va vous retourner une liste. Donc là, le find, find single row, ça va retourner le premier élément, et ensuite, vous avez la possibilité de faire un where, sachant que vous voyez, au cas où, il y a la possibilité de faire d'autres critères. Donc là, je dis par exemple t.name, donc ça c'est bien mon champ name de la classe user, et je lui dis qu'il est comme le name qui lui est passé ici. Alors là-dessus, maintenant, hop, cette méthode étant écrite, je rebascule côté Flutter, et donc là je dis un getUser de ce name, et normalement, il devrait me renvoyer ce qu'il faut. Alors là-dessus, on va écrire quelque chose comme ça. Donc là, si j'essaye de chercher un utilisateur qui s'appelle Edouard, normalement, voilà, il a réussi. Par contre, si je mets un Edouard 1, il n'a rien trouvé. Et donc c'est bon, de cette manière-là, on a bien récupéré dans notre base de données. Juste avant qu'on passe à la suite, à noter que vous avez la possibilité d'accéder via l'objet qui s'appelle session ici. Vous avez un session.log, donc vous avez la possibilité d'écrire dans le Redis de manière automatique. Mais pour le moment, il n'y a pas d'interface graphique et ils sont en train de travailler dessus. Et autre possibilité, c'est la possibilité d'avoir un cache. Donc si on regarde bien, ici dans la partie session, vous avez non pas un cache, mais plusieurs. Dans les caches, vous avez soit le cache local, soit le cache hautement prioritaire. En fait, pour le faire simple, un cache hautement prioritaire, vous avez un peu plus la garantie que l'objet est bien conservé. Sinon, vous avez un global, et ce global, c'est justement quand vous êtes en mode distribué. Donc nous, on va faire simple, on va juste dire que je veux le sauvegarder en local. Donc là-dessus, je vais par exemple dire, est-ce que j'ai mon utilisateur qui s'appelle name. Voilà, donc là, j'essaye de récupérer ça. Hop. Donc là, je vais faire user from cache. Et là, je vais écrire si l'utilisateur du cache n'est pas de type user, en gros il est nul potentiellement, et bien dans ce cas-là, je vais faire ma requête que j'avais écrite ici. Hop, j'enlève ce qui m'a mis là, et je vais dire que dans mon cache, eh bien je vais sauvegarder cette information. Donc je dis à nouveau session cache locale, et là je vais faire un put, donc ma clé elle est écrite juste là, donc je vais en faire une variable. Hop, c'est une clé, et là-dedans, eh bien je vais put le user, et là-dedans, je vais faire un return de dbuser. Ici, c'est vraiment faire l'appel directement à la base de données, alors que dans le else, je suis passé par le cache. Donc là-dessus, je vais à la limite faire un petit print pour savoir qu'est-ce qui se passe. Là-dessus, si j'essaye de récupérer mon utilisateur, vous voyez, initialement, il n'est pas passé dans le cache. Si je le rappelle, normalement, voilà, il a été pris cette fois-ci par le cache, donc il n'a pas fait la requête dans la base. Sachant que lorsque vous mettez quelque chose dans la base de données, vous avez la possibilité de lui donner une durée, sachant que cette durée, c'est via la duration, donc vous dites des minutes, des secondes, des heures, c'est à vous de gérer tout ça. Ensuite, je ne vais pas nécessairement vous le montrer, mais vous avez la possibilité d'avoir des modules externes qui vont par exemple vous permettre de gérer l'authentification. Vous avez aussi la possibilité de gérer l'upload de fichiers, mais attention, ça ne fonctionne que sur Amazon S3. Et d'ailleurs, côté déploiement sur S3, vous avez tout le nécessaire dans la documentation. Vous voyez ici, déployé sur AWS. Sinon, vu que c'est des Docker, c'est vous qui vous débrouillez d'une manière générale. Là-dessus, je vous le montre pas, mais jusqu'à présent, on a fait uniquement des requêtes côté endpoint, mais on a aussi la possibilité d'ouvrir un socket comme une sorte de messagerie, et vous allez pouvoir dialoguer des deux côtés. Donc là, en gros, vous avez un stream et vous allez avoir un stream open, stream closed, et au fur et à mesure, vous allez avoir une méthode qui s'appelle handle stream message, et à chaque fois qu'un nouveau message est disponible, vous allez pouvoir réagir. Donc ServerPod, c'est pas uniquement pour faire des API, c'est aussi
pour dialoguer potentiellement entre plusieurs utilisateurs avec un serveur au milieu. On va terminer cette partie avec la partie serveur web. Alors initialement, vous voyez, je vous ai montré qu'on avait la possibilité d'avoir donc des sites en statique. Si on retourne à ce qui était fait au début, vous voyez ici, il y a deux lignes qui sont intéressantes pour nous. Donc quand on est à la racine, on affiche cet élément-là, j'y reviens dans un instant, et vous voyez que par contre si j'appelle statique, ça va m'afficher le contenu de ce dossier. Donc là si on regarde dans la partie web, on a un dossier statique, et par exemple il y a un style.css, donc là si je reviens ici et que j'écris static/style.css, bien le fichier va bien s'afficher. Pareil, ici il y a un serveur pod logo, si j'essaye de faire la même chose, serveur pod logo.svg, hop, j'ai accès en direct. Donc ça permet de dire que vous avez des assets potentiellement qui tournent. Et là-dessus, vous avez également donc un fichier HTML. Et ce fichier HTML, la particularité, c'est qu'on va pouvoir y injecter des variables et ça fonctionne avec le système moustache, donc la syntaxe. Donc comme je vous l'ai expliqué ici, on va à la racine. Et là-dessus, quand on ajoute une route, il faut lui donner donc cet élément-là, ça s'appelle un widget route. Et ce widget route, il a besoin d'un widget. Alors il faut faire attention, le widget côté serveur pod, c'est pas du tout un widget Flutter. Donc, pourquoi? Parce que quand vous regardez ici, il n'y a pas de méthode build ni rien. Mais ici, le seul élément qui est important, c'est, vous voyez, j'ai créé un widget et je lui dis utilise défaut. Et en l'occurrence, ici, vous voyez, on a notre default qui est disponible là-dedans. La possibilité qu'on a, c'est, comme je vous l'ai dit, d'utiliser et d'envoyer des variables. Donc pour ça, vous avez un élément qui s'appelle values, et là-dedans, on peut y mettre tout ce que l'on souhaite. Donc là, par exemple, ici, j'ai mis automatiquement un title et un body. Donc là, maintenant, si je vais dans la partie default, hop, je le mets un peu plus grand, et que j'écris, par exemple, je veux afficher ce qui est dans le body, donc je vais mettre de cette manière-là, et ça va me le prendre en compte. Un petit truc à savoir avec la partie web, dès lors que vous faites des modifications côté HTML, vous êtes obligé d'arrêter le serveur et de le redémarrer parce que le mode là qui tournait en arrière-plan, ça ne prend pas en compte les différences côté HTML. C'est pour ça là vous voyez ici que je voulais afficher le body. Si je relançais, j'aurais eu à nouveau cet élément-là. Que là maintenant, si je refresh, il devrait y avoir le body et forcément je dis ça et ça ne marche pas. Alors pourquoi est-ce que le body ne marche pas? Ah non, ça en fait ça fonctionne, c'est moi qui viens de me tromper. Donc là si par exemple je change le body et je vais mettre Hello World par exemple, donc là je sauvegarde, mon serveur se régénère, donc là il s'éteint, il se redémarre, voilà, et donc là il devrait y avoir écrit ici à la place Hello World. Voilà, donc bon, là c'est très très simple ce que j'ai fait, mais vous pouvez créer du coup un site web entier, et là-dedans vous pouvez demander je veux voir dans la base de données, je veux faire ci, je veux faire ça, et tout ça de manière automatique. Donc vous voyez que cette partie serveur finalement, elle nous sert non seulement à faire des endpoints, mais aussi à avoir une partie web. Et pour rappel, donc vous avez les protocoles qui sont au milieu qui, eux, génèrent les classes. Et dernier élément qu'on n'a pas encore vu, c'est la partie Future Calls, qui est grosso modo des cron. Donc là, ici, vous avez la possibilité d'enregistrer en appelant les méthodes que vous voyez juste là. Donc ici, vous avez deux possibilités. Soit vous dites, je veux l'exécuter dans 5 minutes, par exemple, soit je veux l'exécuter à une heure bien précise. Et dans ce cas-là, eh bien, ceci sera appelé. Mais pour ça, il faut bien l'ajouter au niveau du serveur, ici. Si on retourne dans la documentation, je pense à peu près vous avoir montré les principales fonctionnalités. Donc comme vous avez vu, c'est vraiment super pratique parce que finalement, vous créez votre back-end et automatiquement, ça va générer donc, la partie cliente. Et cette partie cliente, on l'utilise côté application. Du coup, il n'y a plus besoin de se dire est-ce que je parse bien, est-ce que c'est correct ou pas. Tout se fait de manière automatique. Vous avez vu aussi que la base de données fonctionne super bien. Ensuite, il ne reste plus que la partie déploiement. Donc soit vous avez ici toute la documentation pour ce qui est de AWS, soit vu que c'est un Docker assez classique, et bien voilà, il faut le déployer de cette manière-là sur votre serveur, sachant que là en local ça fonctionne très bien. Et si je vous remontre vite fait, vous avez toute la configuration qui est expliquée ici. Donc nous on était en développement, mais voilà, vous pouvez avoir la production, etc. etc. Donc vraiment c'est un framework super complet. Pour le moment, c'est même pas en version 1.0, mais vous voyez en termes de fonctionnalités, il y en a beaucoup, et presque chaque semaine, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer sur ServerPod, j'espère que ça vous a plu. Comme vous avez pu le voir, il y a énormément de fonctionnalités pour ce framework. C'est vraiment quasiment le seul, je pense, qui existe et qui est aussi poussé pour avoir cette interaction entre Flutter et Dart de notre côté. Donc vraiment, je vous le conseille, même si c'est pas une version 1.0, ça marche nickel.
Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et également à vous abonner à la chaîne pour avoir plein d'autres tutos. En tout cas, moi de mon côté, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo.